La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire sur l'alimentation à découpage, miniaturisation et rendement sont-ils compatibles? Merci de votre présence. Je suis Audrey Berger, l'assistante du service marketing et modératrice de ce webinaire avec mon collègue Dominique Verdeau, Business Development Manager. Le webinaire sera animé par Germain Ledru, ingénieur d'application. Pour vous présenter rapidement le concept, la présentation durera 30 minutes. Elle sera suivie d'une session de questions-réponses de 15 minutes. Si nous n'avons pas le temps de traiter toutes les questions, nous reviendrons vers vous individuellement. Pour le confort de tous, sachez que votre webcam et votre micro seront coupés, ainsi que l'option main levée. Vous avez néanmoins la possibilité de poser vos questions tout au long de la présentation grâce au menu webinaire situé à droite de votre écran. Pour un meilleur confort de lecture et de rédaction, vous avez la possibilité d'agrandir le bloc questions en cliquant sur l'icône encadrée en rouge à l'écran. Il en va de même pour les utilisateurs qui nous suivent sur tablette ou smartphone. L'icône est dans ce cas le point d'interrogation en haut à droite de votre écran. Les questions resteront anonymes, les réponses seront publiques. Si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes vos questions, ou si vous souhaitez approfondir un point technique, n'hésitez pas à nous écrire soit à l'adresse électronique globale isos-france@we-online.com ou directement à votre contact habituel chez Würth Électronique. Nous reviendrons vers vous au plus vite. Un formulaire de satisfaction clôturera notre intervention, ceci dans un souci d'amélioration continue de notre travail. Nous vous remercions par avance de le compléter. Nos webinaires seront mis en ligne prochainement sur la chaîne YouTube du groupe Würth Électronique. Abonnez-vous. D'une manière générale, pour suivre l'actualité de Würth Électronique France, abonnez-vous à notre page LinkedIn. Je laisse à présent la parole à Germain Ledru. Merci de votre attention. Bonjour à tous et bonjour à toutes et peut-être rebonjour à ceux qui ont suivi la session de ce matin sur l'ACEM et le filtrage dans les alimentations à découpage. Le sujet de cette session de cet après-midi traitera de la miniaturisation des alimentations à découpage avec une question supplémentaire qui était posée dans le sujet. Peut-on garder un rendement important, intéressant lorsqu'on cherche à miniaturiser un convertisseur? Et ben c'est parti. Je remercie Audrey et Dominique pour l'organisation de cette session et l'introduction qui a été faite à l'instant. Commençons par définir un petit peu les challenges en électronique auxquels on fait face aujourd'hui. Principalement, le plus souvent, c'est l'efficacité des convertisseurs, puisque entre une énergie qu'on va récupérer d'une prise minérale ou d'autre part, et en ce qu'on va vouloir alimenter dans notre application, on nous demande de faire de plus en plus des développements qui soient avec un rendement élevé, qui soient des green design comme on aime bien l'appeler. Mais en même temps de cela, les autres challenges en électronique sont la miniaturisation avec des appareils de plus en plus ergonomiques, de plus en plus mobiles. On cherche à faire des tailles toujours de plus en plus petites, sachant qu'en même temps, on veut toujours avoir des fonctions supplémentaires, donc des consommations plus importantes, alors qu'en même temps, on cherche à moins consommer pour faire des designs plus écologiques. Voici les challenges de l'électronique, et donc maintenant, il va falloir les reporter au choix des composants, notamment des inductances, puisque c'est à la base le cœur de notre métier chez Würth Électronique, entre une inductance qui va être plus puissante, qui passera plus de courant, qui sera blindée. Après, on a différentes technos entre CMS traversant, mais l'avantage des fois d'avoir un TOR qui est par contre plus encombrant, on va se poser la question, est-ce qu'il sera plus intéressant qu'une solution blindée CMS de ce type-là, et jusqu'à arriver à des tailles très 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 petites dans le choix des composants. On va discuter de tout ça aujourd'hui, donc ça sera toujours un équilibre concernant le choix de l'inductance entre, comme je l'ai dit, la taille, mais aussi le rendement qu'elle va pouvoir nous apporter, les courants qu'elle permettra d'avoir, et toutes ces différentes contraintes auxquelles fait face un ingénieur en développement.
Aujourd'hui, Würth Électronique propose également des condensateurs. On est fabricant de condensateurs et vous, développeurs, vous allez vous poser exactement les mêmes questions que je viens d'évoquer pour l'inductance. On va évoquer vraiment les deux aujourd'hui dans cette présentation. Alors commençons par quelques bases sur les matériaux qui sont utilisés pour nos composants et sur quelques rappels physiques qui vont nous permettre de faciliter ensuite le choix sur les composants. Tout d'abord, pour la partie électromagnétisme, qui concernera surtout nos inductances, je voulais rappeler comment on utilise un matériau ferromagnétique qu'on appelle la ferrite. Alors, ce matériau, il est composé de nombreux petits dipôles, comme vous voyez sur la gauche, et il a l'avantage de jouer avec le champ magnétique qui aura été créé par un courant circulant dans un conducteur. Donc, le champ magnétique H, lorsqu'il va parcourir un matériau ferromagnétique de ce type-là, il va générer une induction magnétique et c'est ce qui va définir finalement la façon de jouer du matériau de jouer avec le champ magnétique. La relation entre les deux, c'est la perméabilité. C'est ce qui va définir clairement le matériau ferromagnétique. Elle est composée de deux composantes, la perméabilité dans le vide, mu0, et la perméabilité relative qui va varier en fonction de l'environnement, en fonction du matériau, en fonction de la fréquence à laquelle va être soumise, enfin la fréquence de l'onde qui va être soumise au matériau, la température, le courant et la pression, puisque c'est un élément physique, c'est un matériau, il va subir différentes pressions. Je l'évoquerai rapidement tout à l'heure. Donc j'ai parlé du matériau, on a différents matériaux qui composent nos inductances et les valeurs de la perméabilité vont varier. Là on parle souvent de la poudre de fer, du nickel zinc, manganèse zinc. Vous avez des valeurs caractéristiques des perméabilités en fonction de ces matériaux. On a différentes mixtures, variantes avec lesquelles on fait également des inductances qui nous permettent d'avoir des températures plus élevées, d'avoir des valeurs d'inductance plus élevées grâce à des perméabilités plus élevées et d'avoir aussi des pertes réduites. Ça sera l'objet de la deuxième partie de cette présentation. Alors j'ai parlé de la perméabilité, en réalité elle se décompose en deux comportements. La première, c'est une composante plus réactive, c'est-à-dire qu'on va utiliser la ferrite comme pour une inductance par son comportement à réagir avec le champ magnétique, à l'emmaganiser, pour schématiser brièvement, à emmagasiner l'énergie et à la restituer. Alors que la composante mu seconde, la deuxième plus haute en fréquence, va être plus résistive, elle va atténuer un signal qui serait perturbateur, par exemple dans le cas de l'utilisation d'une ferrite en CEM. C'est pour cela qu'on retrouve différentes abacs dans nos catalogues, et on en parle souvent lors des séminaires. En fonction du matériau, on traite des gammes de fréquences auxquelles on peut les utiliser. Par exemple, la poudre de fer jusqu'à quelques centaines de kilos, le manganèse zinc jusqu'à quelques dizaines de kilos, et le nickel zinc jusqu'à également quelques dizaines de kilos, mais plus haut en fréquence. Donc, pour des applications là on parle de réactance, donc de stockage pour des comportements inductifs du matériau. Alors pour finir sur le matériau, lorsqu'on va soumettre pour la première fois un dipôle, un matériau ferromagnétique composé de ces dipôles à un champ magnétique, il va s'aimanter, donc on va le faire parcourir par un champ magnétique et il va créer une induction magnétique qui va aligner les dipôles jusqu'à une saturation lorsque les dipôles seront tous alignés. On ne pourra pas magnétiser plus le matériau à ce moment-là. Lorsqu'on va réduire à nouveau le champ magnétique, du fait des impuretés qui sont présentes dans le matériau, et c'est la réalité des choses, c'est la physique qui fait que il n'y a pas à 100% des dipôles magnétiques, il y a d'autres composants, on va jamais pouvoir retourner à l'état initial complet puisque les dipôles vont être toujours réalignés un peu d'une manière ou d'une autre. Lorsqu'on reviendra à un champ magnétique nul, on aura toujours une induction rémanente qui sera présente. Et lorsqu'on va vouloir, si on veut réellement arriver à une induction nulle, il va falloir appliquer un champ magnétique qui s'opposera, jusqu'à ce qu'on arrive à nouveau à une saturation à l'opposé. C'est comme ça qu'on parcourt la courbe d'hystérésis, et c'est également pour cette raison qu'on aura parfois des pertes noyaux occasionnées dans les composants. Maintenant, revenons-en aux bases de nos composants. Là, je parle vraiment de leur comportement physique
et en essayant de réfléchir aux lois de mathématiques qui pourraient expliquer leur comportement. Si on reprend les bonnes vieilles équations de Maxwell avec la loi de Faraday qui permet de mettre en relation la tension et l'induction magnétique, la loi d'Ampère qui permet de mettre en relation le courant et le champ magnétique, on vient de parler de la relation entre l'induction magnétique et le champ magnétique grâce à la perméabilité. Si on mélange tout ça dans un composant que vous voyez à gauche, en ayant pour tension la différence de potentiel entre les deux conducteurs, le courant qui circule, le fil qui comporte un certain nombre d'enroulements, et un champ magnétique qui est créé dans le noyau grâce au fil, avec une longueur de champ magnétique qui parcourt tout le noyau, et la section du noyau magnétique qui est représentée ici. Et ben, en partant de la loi de Faraday, on a la tension qui dépend de la variation de flux magnétique, et on a le champ magnétique qui dépend de la longueur du chemin magnétique et du courant qui parcourt avec le nombre de tours dans le fil. En mélangeant tout ça, on se retrouve avec la tension dépendant du dI sur dt, et là on va retrouver les bases de l'inductance. Maintenant, on pose L égale le nombre de tours, enfin L dépendant du nombre de tours, de la perméabilité, de la section et de la longueur du chemin magnétique. C'est comme ça qu'on va définir la valeur d'une inductance, et c'est comme ça qu'on a retrouvé le comportement d'une inductance, le V égale LDI sur dt, qui fait que une tension est créée lorsqu'il y a une variation de courant dans l'inductance. Cette équation, j'ai voulu la redéfinir puisqu'elle va être utile lorsqu'on va réfléchir au comportement de l'inductance. Plus on aura de tours, plus on aura une forte valeur. Plus on aura une perméabilité élevée, plus on aura une forte valeur. C'est comme ça qu'on va jouer avec l'inductance. Si on fait le même raisonnement avec les condensateurs, et ben avec un condensateur, on a deux électrodes l'une en face de l'autre, une section A, un écartement D, et qui génère un champ électrique E entre chaque électrode. Le but du condensateur va être de transférer des charges d'une électrode vers l'autre avec une certaine force qu'on va appeler QE puisqu'elle dépendra de la charge et du champ électrique. Si on réfléchit au travail nécessaire pour déplacer cette charge, eh ben c'est justement la force avec la distance nécessaire pour la déplacer, D. Et c'est ainsi qu'on définit, si on va au plus profond des choses, une tension. On parle souvent d'une tension avec une différence de potentiel, mais en réalité, enfin c'est vrai, mais en réalité une tension, si on revient aux bases de la physique, c'est le travail nécessaire pour déplacer une charge Q. C'est W sur E, et on retrouve du coup, sur Q, on retrouve le champ électrique et la distance. En repartant de Maxwell, on intègre tout cela sur un élément de surface qui intègre le champ électrique. Tout ça dépend de la densité de charge complète avec la permittivité dans le vide, puisque là, on a considéré qu'entre les deux électrodes, on avait du vide. Je mélange tout ça de la même façon que j'ai fait pour l'inductance et on retrouve le V égale Q sur C en ayant posé la valeur de la kappa dépendant de la permittivité dans le vide, de la surface commune des électrodes et de la distance D. Si maintenant, je n'ai plus un diélectrique qui est le vide, mais un diélectrique qui a une permittivité plus supérieure à la permittivité dans le vide, eh ben, on retrouve une valeur de kappa forcément plus élevée. Et voici les exemples de différents types de matériaux pour des diélectriques, comme les différentes classes de céramique, qui vont nous permettre d'avoir des valeurs assez importantes de kappa. Également, ce qu'on retrouve souvent, l'aluminium qui est ici. Voilà pour l'introduction sur les composants. Maintenant, venons-en au sujet principal d'aujourd'hui, qui concerne les convertisseurs, les alimentations à découpage. On va avoir un exemple de topologie pour voir comment on peut jouer avec les composants. Donc, prenons par exemple la topologie Buck, donc abaisseur de tension, ce qui fait qu'on a une tension d'entrée supérieure à la tension de sortie. Je vais, lors de la suite de cette présentation, utiliser à plusieurs reprises notre application RedExpert, qui est une application en ligne que vous pouvez trouver sur notre site internet ou en la recherchant simplement via un moteur de recherche. Il y a plusieurs modules qui sont présentés ici avec nos composants, et notamment pour la partie Power, des modules de choix self pour les alimentations à découpage, ou directement un choix de simulation. Je vais vous le montrer directement. Sur notre site internet, du coup, je passe, en arrivant sur RedExpert, vous avez tous ces modules ici. Le premier, le module de choix de convertisseur, vous permet de choisir en fonction de vos
tension d'entrée, sortie, le courant de charge que vous avez, la fréquence de découpage, l'ondulation de courant que vous acceptez, de dimensionner et d'avoir ensuite la valeur de la self. Donc on retrouve les éléments de base d'un convertisseur DC-DC, le MOSFET, la diode qui éventuellement est remplacée par un MOSFET dont on a un convertisseur synchrone, qui vont alterner le découpage à une certaine fréquence de découpage, les capas d'entrée-sortie, la self de stockage. Je reviens sur ma présentation pour commenter cette topologie buck. Dans un premier temps, lorsque le switch sera fermé, on aura la charge qui pourra être alimentée via l'entrée. La self emmagasinant de l'énergie, le courant va augmenter dans la self et la capa va en même temps se charger. Lorsqu'on va ouvrir l'interrupteur, il n'y aura plus d'énergie qui viendra de l'entrée. Donc la self assurera, grâce à ce qu'elle a rechargé, la continuité en courant. Le courant dans la self va décroître. Et le condensateur va assurer que la tension soit linéaire également à la sortie pour la charge. Lorsque je regarde un peu maintenant le courant qui va arriver dans la self, pour la dimensionner, on va juste faire la loi des mailles dans la maille qui comporte la self, et on va retrouver en fait le LDI sur DT qui va dépendre de l'entrée et de la sortie, tension d'entrée-sortie avec la tension de la self. Et on remarque que du coup le courant dans la self, il va simplement croître avec un coefficient directeur qui dépendra directement de la valeur de l'inductance. Même chose sur l'interrupteur ouvert, il ne reste plus que la tension de sortie en face de la self, on a un courant qui décroît avec comme coefficient directeur négatif cette fois, dépendant toujours de la valeur de la self. La durée étant la durée du temps off. On a dt pour temps on, 1 moins d fois t pour le temps off. À l'état d'équilibre, lorsqu'on va avoir cette courbe qui se rejoint, on extrait dans tout ça le rapport cyclique qui nous fait comprendre qu'en fait il est uniquement dépendant de la valeur de sortie en tension sur la valeur d'entrée. Si maintenant j'essaie de simplifier la formule, j'extrais le ripple current qui est en fait le courant d'isolation. C'est la variation de courant qu'il y aura dans la self. J'ai dit qu'elle dépendait tout à l'heure de la valeur de la self, certes, et en fait elle sera basée sur un courant moyen. Ici dans le buck, étant donné que la self est placée à la sortie, le courant moyen dans la self sera le même que le courant de charge, et on aura des variations de courant plus ou moins importantes. Ceci, c'est une des choses qu'on pourra choisir dans notre application. On pourra se permettre d'avoir plus de ripple ou moins de ripple. Donc la formule de l'inductance, elle est extraite de la formule qu'il y avait juste avant. Elle va dépendre de l'entrée et de la sortie en tension, du rapport cyclique, de la fréquence de découpage, du ripple qu'on se permet et du courant de charge. Simplement, si je commente ceci via RedExpert et ce que je vous montrais tout à l'heure, lorsqu'on va s'amuser à changer, donc là j'ai défini un convertisseur, un buck, simplement j'appuie pour avoir les valeurs, le logiciel me calcule exactement avec la même formule que je viens de montrer la valeur de la self optimale, et ensuite il applique une fenêtre sur ces selfs pour trier toute la liste des composants qui est ici dans la fenêtre de tri. On a toutes les références, les valeurs, etc. C'est une fenêtre qui nous permet également de filtrer en courant, en taille, etc. et les différentes caractéristiques des selfs, que ça soit CMS, type de matériaux, blindé, non blindé, etc. Donc une fenêtre autour de la valeur de la self a été donnée, mais dans le calcul, on avait également tout à l'heure le courant de charge qui était de 2 ampères, donc du coup, automatiquement, on a appliqué un courant nominal supérieur à 2 ampères pour sélectionner la bonne self. De la même manière, l'application a simulé l'ondulation de courant avec le ripple que je m'étais permis d'avoir qui était de 40%. On se retrouve sur une base de 2 ampères en nominal avec des pics de courant à 2,54. Donc, je vais placer également une nouvelle fenêtre qui s'est mise automatiquement ici, le courant de saturation de nos selfs qui doit être supérieur à 2,4, qui est proche du courant de pic. On ne veut pas que le courant de saturation dépasse les courants de pic. Donc voilà, tout le calcul a été fait via l'application. Si je remarque maintenant par rapport à ce que je disais avant, j'essaie de faire jouer la fréquence de découpage. Je vais mettre une fréquence de découpage bien plus élevée, par exemple 2 MHz. Je vais remarquer que la valeur de self a largement réduit. Elle était à celle qui est tout à l'heure, elle se retrouve à 1,88.
Si maintenant je modifie à nouveau et je me permets d'avoir un ripple plus serré parce que je veux pas beaucoup d'ondulation de courant, et ben la valeur de la self va à nouveau augmenter parce qu'on a une plus grosse valeur de self. On a baissé le coefficient directeur de la courbe de montée ici en courant parce qu'on veut un ripple plus élevé, mais forcément ça nous fait avoir une valeur de self plus élevée. Voilà comment simplement on commente au final l'équation qui est ici. C'est une des solutions lorsqu'on veut chercher à miniaturiser un convertisseur DC-DC. Ici, vous avez des exemples de l'évolution des IC par un des fabricants avec qui on est partenaire. On voit qu'en augmentant la fréquence de découpage, on a pu réduire considérablement les valeurs de self qui étaient demandées et du coup les tailles, puisque comme je l'ai montré au début de la présentation, moins de tours de self, moins de valeur de self, mais du coup moins de place sur un noyau, on a plus de place, le composant est plus petit. Si je fais la même démarche sur un condensateur, en réfléchissant, on va se baser sur le condensateur de sortie, en réfléchissant sur le courant qui va arriver dans le condensateur, on a vu que dans la self il y avait un courant variable. On va, pour simplifier la chose, considérer que le courant qui va aller dans la charge à droite sera uniquement continu puisqu'on fait un convertisseur DC-DC et que du coup c'est le condensateur qui va encaisser la partie AC du courant, c'est-à-dire la partie de l'ondulation de courant qui sera centralisée sur 0. Donc, étant donné que, pour l'exemple de tout à l'heure, les 2 ampères de charge iraient en sortie, l'ondulation est dans la kappa. Et donc si on réfléchit à ce qui se passe dans la kappa avec la variation de charge qui est ici, on va juste regarder là sur l'air qui est passé sous cette courbe pour définir la charge avec le courant IC qui est ici. Donc on a le temps on divisé par 2 ici, le temps off divisé par 2 ici, et en fait juste l'air là-dessous, c'est basse fois hauteur, divisé par 2, c'est un triangle, plus un autre triangle, et on retrouve facilement la formule pour extraire la variation de charge et ainsi la variation de tension qu'il y aura aux bornes de la kappa. Donc on extrait également ici la valeur de la kappa qui va dépendre de l'ondulation de courant, de la variation de tension certes, mais c'est ça que je voulais mettre en valeur. Ici, on a noté la période du switch. Si je mets la période en dessous, c'est la fréquence du switch. Plus on aura une fréquence élevée, à nouveau, plus on va réduire la taille de la kappa. C'est la même chose que tout à l'heure. Et du coup, j'ai pu reprendre exactement la même courbe en remplaçant Henry par Farad ici. C'est juste une illustration qui nous aura permis, avec l'évolution des fréquences de découpage des IC dans le temps, d'avoir des tailles qui auraient été réduites au niveau des condensateurs. Je reviens sur la partie condensateur pour aller un petit peu plus loin, puisque j'ai dit que le delta V que j'avais à la fin, c'était l'ondulation de tension que j'avais à ma sortie. Bon, on va essayer de réfléchir là-dessus, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va définir les condensateurs de sortie dans un convertisseur DC-DC, puisque le composant ne sera pas parfait. En tout cas, le convertisseur étant une alimentation à découpage, on n'aura jamais une tension parfaitement continue. Et du fait de l'imperfection des composants, on aura toujours un delta V en sortie. Alors je vais extraire le delta V pour voir en fait la tension que moi je vais accepter de voir, pour essayer de réfléchir à la tension que je vais accepter de voir en sortie. Je me permets d'interpeller un des participants qui est lors de cette session, qui était là présent ce matin, qui a posé une question sur le sujet. Comment on définit le SR d'une kappa? Eh ben, c'est justement le premier point pour définir le SR d'une kappa. Quel est le delta V que j'accepte moi en sortie dans mon alimentation à découpage, ici, sachant que ma kappa de sortie n'est pas parfaite, elle est décomposée en une kappa propre, on va dire entre guillemets parfaite, et son imperfection malheureusement, la résistance série, le SR qui compose la kappa. Le delta V dont je parle depuis tout à l'heure va se décomposer en 2 delta V, le delta V autour de la kappa et le delta V autour de l'ESR. Si on veut minimiser le delta V général, il va falloir regarder forcément les deux. Et du coup, extraire le delta V de l'ESR par cette formule et du coup, me donner la résistance série dans la kappa maximale que je vais accepter pour avoir mon delta V final que je m'étais autorisé. Application ici avec l'exemple, avec les données que vous avez en haut. Si j'accepte pour mon application un delta V de 50 mV, ce qui représente 1% de la tension de sortie, ce qui pourrait être raisonnable. Il y a d'autres points qui pourraient être inclus et joués dans ce choix final.
Ça pourrait être détaillé lors d'une autre session. Là, avec le format qu'on a aujourd'hui, je ne pourrais pas le détailler. C'est possible de le faire si vous le souhaitez sur demande. Le delta V de 50 millivolts, bon, c'est ma présentation. J'ai décidé de le décomposer en deux parties en disant que il y avait 40% qui viendraient du delta VC, donc 20%, 20 millivolts, et 60% qui viendraient de l'ESR, donc 30 millivolts. Je vais du coup regarder, par rapport à la formule que j'avais juste avant, ce que représentent les 30 millivolts dus à l'ESR. J'ai ainsi calculé la valeur de la kappa optimale, qui est en fait de 8,64 microfarads, et la valeur de l'ESR avec les 30 millivolts que j'ai accepté tout à l'heure, et qui me donne du coup un ESR maximal de 40 milliohms. Je vais ainsi chercher quels composants pourraient être adaptés, donc je passe à l'application condensateur, excusez-moi, je reviens, l'application, le module sur les kappa aluminium électrolytique dans RedExpert pour réfléchir et chercher la kappa que je cherche. Enfin, trouver la kappa que je cherche plutôt. Donc si je vais minimum 8 microfarads, je vais mettre maximum 12 pour avoir une fenêtre assez restreinte, sachant qu'il faut tenir compte des tolérances des condensateurs, hein, donc la valeur à 8,64 microfarads optimale, il faudrait ajouter les 20% de la kappa en théorie, puisqu'on a en général 20% de tolérance. Ensuite vient le questionnement sur la tension. Là, l'exemple donnait une tension à 5 volts. Il faut savoir que pour des condensateurs aluminium électrolytique, il faut prendre une marge. La tension de la kappa doit être supérieure à la tension nominale. Il faut que la tension nominale soit inférieure à 70% de la tension de la kappa, la tension max de la kappa. Ça veut dire que si j'ai 5 volts en application, il ne faut pas sélectionner une kappa chimique de 6,3 volts. Il faut prendre minimum une 10 volts. Donc là, je prends minimum 10 pour ne pas en avoir volt 20. Beaucoup, je vais mettre jusqu'à 20. Et ensuite, vient la possibilité de filtrer en ESR, puisque l'interface de RedExpert vous permet de voir pour chaque référence la courbe en ESR. J'ai ajouté un curseur pour l'insérer à la fréquence que je veux, à 535 kHz, qui était la fréquence de découpage de mon application numérique. Et je peux du coup, avec une colonne qui s'est ajoutée, directement trier et voir la kappa qui me permettra d'avoir un ESR le plus faible possible. Je vois que là, on n'a que 1 ohm, donc je vois qu'on est loin de la contrainte que je me suis imposée qui me demandait 40 milliohms maximum. Peut-être existe-t-il d'autres solutions. Une première solution est déjà de mettre plusieurs kappas en parallèle. Ça permet de diviser par 2 la valeur de la kappa. Ça me permettrait de faire entre 4 et 6 micros par exemple. Bon, je vais prendre 10 au cas où je dois avoir les valeurs suivantes. Ça me permettrait du coup également de diviser ma contrainte en ESR par 2, parce que j'ai divisé par 2 kappa, et le courant se divisera en 2 pour aller circuler dans les 2 kappa. J'ai besoin de 2 fois moins de résistance. Enfin, je peux me permettre d'avoir 2 fois plus de résistance. On sera tout de même encore assez loin, puisque là pour une 4,7, on a encore plusieurs ohms d'ESR. Une autre nouvelle solution serait de passer sur une autre techno de condensateur. Étant donné que la puissance de mon convertisseur DC-DC ici est relativement faible, peut-être qu'une kappa céramique sera convenable. Donc je passe sur l'interface condensateur céramique, et en fonction de l'application que je recherche, je peux faire la même recherche. Pour une valeur par exemple entre, allez, je vais mettre 8 micros, comme tout à l'heure la première, et 12 micros, comme tout à l'heure. Alors pour un condensateur céramique, il est préconisé de prendre au moins 2 fois la valeur nominale en tension. Donc là, je vais prendre des 10 volts. Il me reste un certain nombre. Alors il est important puisque les condensateurs céramiques ont une variabilité en fonction de l'environnement qui les entoure, notamment la température. Il y a la durée de vie qui fait varier la valeur de la kappa, mais également la tension à leur borne. Et on voit qu'avec une tension DC, par exemple de 5 volts alors que c'est une kappa de 10 volts, on aura déjà perdu à peu près 40% de la valeur de la kappa. Chose à prendre en compte lors du calcul, bien sûr. Et donc, si je reviens à la courbe précédente, il y a également la valeur de l'ESR en fonction de la fréquence pour chacune de nos références. Et du coup, je peux tout de suite voir à 535 kHz combien j'aurai de ESR. Et on voit que cette fois, avec la kappa que j'ai choisie, 10 micros, 10 volts, on a des ESR largement inférieurs aux 40 milliohms que je m'étais imposé.
Voilà pour cette partie sur le dimensionnement des condensateurs. Je vais venir maintenant sur quelques paramètres supplémentaires qui vont me permettre de jouer avec le rendement de mes alimentations à découpage. Premièrement, comment est défini le courant nominal dans nos selfs? Tout à l'heure, j'ai parlé de deux courants. Le courant nominal vient uniquement du fil qui compose l'inductance. Il vient de l'échauffement du fil. Et c'est pour ça qu'on a défini, nous, en datasheet, une élévation de température en fonction du courant. C'est plutôt un courant en fonction de l'élévation de température. Je m'explique tout de suite. Dans la partie inductance, donc qui était juste précédemment, la partie inductance sur RedExpert, vous la retrouvez de cette manière-là, avec toujours toute la gamme ici qui vous permet de filtrer vos solutions. Alors j'y suis presque. Autant pour moi, je me suis trompé de page. La voici. Donc toute la sélection des inductances. On remarque ici, pour pouvoir comparer facilement mes différentes selfs, je vais prendre quelque chose de simple, par exemple des selfs à 10 micros en entrée-sortie pour être sûr d'avoir quelque chose de relevant. Je vais prendre un courant par exemple entre 1 et 3 ampères pour réduire un maximum les choix que j'ai. Voilà, ça sera suffisant pour le moment. Je vais prendre une taille plutôt grosse pour avoir différents types de matériaux en fonction de ce que je recherche. Et là, je vais comparer. On remarque qu'il y a différentes courbes qui sont données en fonction, alors, je prends la même taille, différentes courbes qui sont données à chaque fois en fonction du courant. Alors, si je les compare, on a à droite la courbe de l'élévation de température en fonction du courant. C'est ce qui définit, comme je le disais juste avant, le courant nominal. On voit qu'en fait, en mettant un courant dans la self, on va avoir le composant qui chauffe à cause du RDC du fil, du fait que le fil va chauffer. Et si je me mets à 40 degrés, on voit que pour l'une des selfs, on a un échauffement si on met 1,5 ampères. C'est ce qui était donné pour la courbe jaune. 1,3, voilà, peu de choses près. Si on arrive à la rouge, on remarque qu'on peut mettre, c'était la première, c'était celle-ci 1,8, etc. Vous aurez compris. Donc, ce qui veut dire qu'on peut, si on le souhaite, mettre plus de courant, c'est juste que ça va plus chauffer. Il faut juste que le composant reste dans les caractéristiques de fonctionnement de ces caractéristiques qui sont en général, par exemple, 125 degrés max. L'autre courbe, elle, concerne la saturation. J'ai dit que la première, le courant nominal, dépendait uniquement du fil, de ce qui chauffe dans le fil. Le courant de saturation, lui, va dépendre uniquement du noyau, parce qu'on va mettre un courant qui va créer un champ magnétique dans le noyau, et le noyau va saturer. Et lorsqu'il sature, on perd les caractéristiques magnétiques, la perméabilité baisse, et on a la valeur de l'inductance qui chute. Et en fonction du matériau, puisque là j'ai sélectionné différents matériaux, nickel, zinc ou alliage de métal, on a différentes courbes de chute de la valeur de l'inductance. Il n'y a pas de standard, mais on définit le courant de saturation à un certain pourcentage de la chute de la valeur inductance. Pour des composants en nickel-zinc, étant donné qu'il y a un coude et qu'il est très dangereux de descendre plus bas que la saturation, on se fixe 10% de perte. Pour des composants en alliage de fer, qui a une saturation très lente, on se permet d'aller un peu plus loin, par exemple jusqu'à 30% de perte de saturation, puisqu'on est sûr que si on dépasse, on n'aura pas un coude comme pour du nickel-zinc qui risque de endommager les composants autour. Je vais expliquer pourquoi je dis ça. Là, j'ai dit qu'il y avait des ondulations de courant dans la self, puisque c'est ce qui se passe dans un convertisseur DC-DC. J'ai également dit que la pente ici, c'est le coefficient directeur défini par la valeur de la self. Si la valeur de la self chute, on a l'ondulation de courant qui augmente de cette manière-là, qui va générer des pics de courant et qui vont être répercutés dans les composants à côté. C'est pour ça qu'en datasheet, on préconise un courant de saturation avec une certaine perte de la valeur inductive et on conseille de ne pas dépasser, même lors des pics de courant du convertisseur. Et c'est du coup pour ça que lorsqu'on fait la sélection en alimentation à découpage, on fixe le courant de saturation au-dessus des courants de pic qui sont dans l'ondulation de courant. Voilà pour la partie saturation. Il y a un dernier paramètre que je voulais mettre en valeur, c'est que la perméabilité du composant dépendant également de la température, la courbe de saturation va varier également en fonction de la température. C'est une chose également qui est intégrée dans le logiciel RedExpert. Si je reprends
la sélection que j'avais fait à l'instant, il y avait un petit curseur ici de température et je pouvais augmenter la température par exemple à 50 degrés et on va voir que la courbe de saturation se décale vers la gauche. Si je mets encore plus, la courbe de saturation se décale vers la gauche. Chose à prendre en compte puisque là par exemple dans un matériau en nickel zinc, si on était déjà à la limite de saturation, elle s'est décalée vers la gauche et du coup on serait passé hors limite et on aurait été encore plus saturé avec le même courant. Un composant du coup en alliage de fer n'aura pas ce problème. C'est l'avantage notamment de la MAPI qui était sélectionnée ici, qui est un composant en alliage de métal. Voilà. Concernant les inductances, il y a également la tension qui est importante à prendre en compte, puisque la plupart de nos inductances sont faites pour des tensions nominales jusqu'à 80 volts DC. J'en parle pour les convertisseurs de type buck, par exemple. Là, dans la self, il y a une variation de tension due au découpage du switch. Si elle dépasse les 80 volts DC, par exemple dans le cas de convertisseurs buck non isolés dans les applications haute tension, on voit ça dans le lighting par exemple, la self peut voir par moment une tension supérieure à 80 volts DC jusqu'à 400 volts. C'est pour ça qu'on a les familles de self spécialement faites pour les hautes tensions qui permettent d'aller jusqu'aux 400 volts, qui sont testées à 100% jusqu'à 400 volts. Il faut faire attention à ceci puisque il peut y avoir des phénomènes d'arcage entre les enroulements de la self et ça peut détériorer le composant. Dernier point sur les composants, c'est la durée de vie sur les condensateurs. Les condensateurs sont donnés avec une durée de vie à une température maximale. Par exemple, une chimique standard à 2000 heures sera donnée dans cet exemple-là à 105 degrés. C'est-à-dire que au pire des cas, on aura 2000 heures si la température ambiante est de 105 degrés. Si en réalité la température ambiante est inférieure, on peut augmenter la durée de vie de la capa. Pour les aluminiums électrolytiques, elle est donnée à 2, on multiplie par 2 la durée de vie nominale tous les 10 degrés de variation de température entre la température max et l'ambiant. On a une autre technologie de condensateurs aluminium qui sont les polymères. La technologie est solide et non pas liquide comme dans les chimiques standards, ce qui fait qu'on a des meilleures performances en durée de vie et qu'on fait évoluer la durée de vie en les multipliant par 10 tous les 20 degrés de différence. Donc si je prends un exemple, une capa alu standard qui aurait été en nominal à 2000 heures pour 105 degrés, si je suis en fait à 75 degrés, je me retrouve à 16 000 heures. Pour une polymère 2000 heures ou également 105 degrés, je me serais retrouvé du coup à 63 000 heures. Voilà un avantage des aluminium polymères. Une autre techno de condensateur que je vais retrouver comme tout à l'heure avec un nouveau module de polymère et je peux par exemple refaire la même sélection que tout à l'heure en choisissant un condensateur. Tout à l'heure c'était entre 8 et 12 micros de valeur pour la sélection de mon convertisseur. Je peux cette fois en plus avec les polymères choisir une tension plus serrée puisqu'en fait les polymères n'ont pas besoin d'avoir 70% d'avoir une tension nominale 70% au-dessus de la tension d'application. On peut accepter 80-90% de la tension nominale dans notre application, ce qui fait que je peux sélectionner une 6,3 volts pour une application de 5 volts. Bon, là, en l'occurrence, je pense qu'on n'aura pas de 6,3 volts, on n'a que des tensions plus élevées. Ce n'est pas forcément un problème, je vais mettre jusqu'à 20 volts pour en avoir moins. Mais là, ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'on peut également, encore une fois, choisir le SR à la fréquence de découpage que j'avais. Et du coup, se rendre compte qu'avec une capa polymère, on a des ESR qui sont bien inférieurs et qui rentrent dans les caractéristiques que je m'étais donné tout à l'heure, qui étaient de 40 milliohms. Avec une techno qui a des durées de vie très étendues et moins de variabilité avec l'environnement que le proposaient les céramiques tout à l'heure. Voilà pour la partie composants. Venons-en maintenant à la partie pertes pour discuter ensuite des rendements dans les alimentations à découpage. Dans une inductance, les pertes viennent des pertes noyaux, mais viennent également des pertes cuivre. Si on sépare les pertes noyaux, je les ai évoquées avec les phénomènes d'hystérésis et le parcours du champ magnétique dans le noyau. Les pertes cuivre viennent, elles, des pertes DC, qui viennent du RDC, du fait que le fil chauffe lui-même lorsqu'on met un courant continu, mais également des pertes AC,
qui viennent de différents types de courants que je vais définir dans un instant. Les pertes d'essai, donc j'ai parlé du RDC, clairement, si on a un long fil avec une section petite, on va chauffer plus parce qu'on aura un RDC plus élevé. Donc plus on a de tours de fil, parce qu'on a besoin d'une forte valeur d'inductance, plus on aura un RDC élevé parce qu'on aura une longueur de fil élevée. Plus on a un gros fil, on prend de la marge avec la taille du fil et on prend un très gros fil, on aura un RDC faible. Les pertes AC, elles, viennent de ce qu'on appelle les courants de Foucault, qui fait que lorsqu'on a un courant variable dans un conducteur, on a un flux magnétique qui est généré autour du conducteur et qui va lui-même générer des courants de Foucault qui vont s'opposer au courant initial à l'intérieur du conducteur et s'additionner à l'extérieur. Ce qui fait que plus on a des fréquences élevées, plus le courant va circuler à l'extérieur du composant. C'est ce qu'on appelle l'effet de Pau, avec l'épaisseur de Pau qu'on peut mesurer, enfin calculer. De la même façon, les courants de Foucault sont présents lorsqu'on a deux conducteurs, l'un à côté de l'autre. Le courant est parcourt les deux conducteurs dans le même sens, les électrons vont s'opposer et vont se retrouver à l'extérieur des conducteurs. Lorsque le courant est opposé, ils vont s'attirer vers le centre. Ce qui fait que de toute manière, on ne va pas utiliser encore une fois la section complète du conducteur. Le centre du conducteur sera laissé et on aura une section plus faible d'utilisation et du coup une résistance AC plus élevée. Les pertes noyaux, historiquement, étaient calculées avec ce qu'on appelle les formules de Steinmetz, qui sont des formules en partie empiriques qui permettent d'estimer les pertes dues au parcours de la courbe d'hystérésis. Seulement, elles étaient estimées avec l'étude d'une sinusoïde qui ne parcourut du coup la courbe d'hystérésis que par le centre. On a fait chez Würth Électronique un nouveau modèle d'estimation des pertes AC dans les pertes noyaux qui permettent d'intégrer un rapport cyclique et du coup de parcourir différemment la courbe d'hystérésis et de la parcourir en tous ses points. Le signal intégrant un signal carré intègre également un rapport cyclique et est beaucoup plus fiable puisqu'on peut aller de 10 à 90%, alors que la fiabilité en utilisant une sinusoïde dans la formule de Steinmetz nous permet d'être fiable uniquement avec un rapport cyclique de 50%. On intègre également le type de noyau, donc le type de matériau, la forme du noyau, et je vais détailler dans un instant l'estimation des pertes. On remarque que les pertes noyaux commencent à être très importantes lorsqu'on augmente en fréquence, puisqu'avec des fréquences de découpage relativement faibles et des courants relativement faibles, les pertes d'essai sont supérieures, mais dès qu'on a des courants plus élevés, elles deviennent similaires, et alors dès qu'on a des fréquences de découpage plus élevées, elles deviennent plus importantes que les pertes habituelles, donc il faut en tenir compte lorsqu'on cherche à optimiser le rendement de notre alimentation à découpage, notamment dans le choix des inductances. On peut brièvement, lorsqu'on fait une étude en labo, regarder l'échauffement résultant des pertes dans le convertisseur pour déjà estimer le rendement de nos composants. C'est ce qu'on va faire grâce au logiciel. Donc via RedExpert, la partie inductance, comme je vous l'avais montré tout à l'heure via l'application, me permet, lorsque j'ai simulé mon convertisseur DC-DC, en plus d'estimer les pertes. Et ça vous a ajouté des colonnes ici. Vous pouvez carrément filtrer par perte en fonction des pertes AC, pertes DC, les pertes totales et l'échauffement résultant. Alors pour commenter un peu les slides qui viennent, on a utilisé une carte convertisseur DC-DC où on a pu sélectionner différentes selfs et différentes fréquences de découpage avec des jumpers pour ainsi comparer réellement ce qu'on mesure et ce qui est calculé avec RedExpert. Mais avant ça, on a parlé des pertes dans l'inductance. Il faut bien sûr savoir qu'il y a d'autres composants qui occasionnent des pertes, notamment les filtrages d'entrée et de sortie, les pertes par rectification avec les diodes qui pourraient être placées, et également les pertes dues au découpage, donc aux pertes dans le MOSFET. C'est un équilibrage qu'il va falloir faire entre les composants passifs qui nous concernent, là pour lesquels je travaille chez Würth Électronique, et les composants qui sont à côté, qui vont forcément occasionner des pertes. Donc je vais simuler différentes situations
et on va voir lesquelles occasionnent plus de pertes. La première, c'est une situation où j'ai mis 200 kHz de fréquence de découpage, on va dire que c'est assez faible, avec les charges que j'avais choisies, les tensions d'entrée-sortie, ça me donne une valeur optimale à 134 microhenries. Une valeur assez élevée qui m'a permis de sélectionner une de nos selfs classiques qui permet d'avoir des très fortes valeurs d'inductance. Une forte valeur, beaucoup de fils, forcément on a un RDC assez élevé, ça fait qu'on a des pertes d'essai qui sont à 237 mW qui sont assez élevées. Mais par contre on a des pertes assez faibles puisqu'on est à une faible fréquence de découpage. Voilà, première solution. Deuxième situation où je vais augmenter la fréquence de découpage. Donc je passe à la deuxième situation que j'ai sélectionnée. Cette fois, la fréquence de découpage est à 700 kHz avec du coup une valeur de self optimale qui a été calculée à 38 microhenries. J'ai volontairement choisi une self avec une valeur d'inductance encore plus petite à 4,7 micros pour vous montrer que le logiciel intègre également le mode discontinu dans les alimentations à découpage, c'est-à-dire le mode où le courant dans la self à un moment lorsqu'il a décroît, il est arrivé à 0 et donc il s'est retrouvé à être bloqué à cause de la diode. Et donc du coup, situation différente à gérer par l'IC. C'est quelque chose qui a été intégré, qui permet de toute manière de calculer les pertes AC qui sont différentes en plus avec cette situation. Donc j'ai calculé, on a fait la situation avec cette self qui est encore assez grosse. Alors je vais utiliser la colonne taille également pour vous montrer les différences de taille qu'on a. Ici on a une self qui est à 8 mm de diamètre. J'ai un peu encore surdimensionné ma self, elle est là. Mais ce qui fait qu'on a des gros fils et qu'on voit qu'on a 7 fois des pertes d'essai qui sont réduites parce qu'en plus on a une valeur très petite. On est passé à 4,7. On a des pertes d'essai AC qui ont par contre augmenté du fait qu'on a augmenté la fréquence de découpage. J'en viens à ma situation numéro 3 où j'ai encore augmenté la fréquence de découpage, cette fois à 900 kg, donc valeur optimale passée à 29 micros, encore plus faible. Et donc, je deviens plus adapté pour la sélection que j'avais fait en premier avec celle qui était à 4,7 micros. Je suis sorti du mode discontinu. J'ai toujours une taille qui était, comme tout à l'heure, on va repasser à droite la colonne, à 8 mm. Si maintenant, je vais chercher à faire très petit, je vais sélectionner une de nos selfs qui était en alliage de métal dont j'ai parlé tout à l'heure, la MAPI, qui est à 2,2 micros. Donc encore plus faible valeur. On est repassé en mode discontinu, certes, mais on a réduit la taille considérablement puisque maintenant on a 3 mm. C'est une self à 3 mm de taille maximum ici qui me permet d'avoir des valeurs de self à 2,2 micros qui rentrent dans le cadre de mon convertisseur ici et qui me permet d'avoir des pertes d'essai relativement faibles parce que c'est une self qui est bobinée, toujours avec un fil de cuivre assez épais, qu'il n'y a pas trop de nombre de tours. On a des pertes AC qui sont réduites par rapport à la situation juste avant avec la self qui était à 8 mm. Donc on a réussi à diviser plus que par deux la taille de la self, mais on a également réduit l'ensemble des pertes. Si je le compare à la sélection qu'il y avait juste avant, qui était de 4,7 micros et une solution qui était beaucoup plus grosse. On a réduit les deux pertes et on peut le mesurer avec la température, j'y viens juste dans un instant. Donc je viens maintenant à la quatrième situation où j'ai encore et cette fois drastiquement changé la fréquence de découpage avec 2,2 MHz. On a une valeur optimale qui était calculée à 12,2 microhenries. Ce qui fait qu'on a des pertes qui ont été, pour la self que j'avais sélectionnée tout à l'heure, estimées à 25 mW, toujours à peu près pareil en DC, mais on a encore réduit les pertes AC, alors qu'on a augmenté la fréquence de découpage. Et ceci parce qu'on a un matériau qui est optimisé pour ces hautes fréquences et que du coup on a une self qui n'occasionne pas trop de pertes en augmentant la fréquence. Alors qu'on a pu garder une taille qui est très petite. On a également d'autres solutions avec d'autres types de matériaux. Alors je vais garder seulement ces deux-là pour avoir plus de visibilité. Notamment ici une self avec un matériau en nickel zinc avec la même valeur qui permet d'avoir des pertes encore plus petites du fait de ce matériau qui est adapté à ces fréquences-là. Voilà pour la partie perte dans la self. Je vous montre un dernier exemple puisqu'il était possible d'estimer la chaleur occasionnée par les pertes AC et DC dans le composant. Et donc on a comparé avec la sélection de la self, la MAPI, qui avait une bonne stabilité en fonction de la fréquence. On a, avec la même charge, augmenté la fréquence
en utilisant la même self et on remarque qu'en fait la self elle chauffe de moins en moins parce qu'elle est vraiment adaptée à ces hautes fréquences. Elle chauffe de moins en moins alors qu'on augmente la fréquence de découpage. Ce qu'on va remarquer également, c'est que les pertes dans le MOSFET, du coup dans l'IC, sont elles augmentées. Donc pour répondre à la question globale de cette session de séminaire aujourd'hui, c'était est-ce qu'on peut faire de la miniaturisation en gardant le rendement, un rendement convenable. Il est possible d'augmenter la fréquence de découpage pour abaisser la taille des composants. Ça nous permet, en faisant un bon choix de composants, de garder un rendement qui est intéressant. Attention tout de même à équilibrer les pertes dans tous les composants pour avoir un échauffement global sur la carte qui restera limité. Et du coup, il faudra pas seulement regarder les composants passifs pour optimiser les pertes, mais également regarder les autres composants que j'ai évoqués là, en l'occurrence le MOSFET. J'espère avoir répondu à la question de la présentation et en tout cas voici toutes les possibilités concernant les composants passifs. Je vois que j'ai beaucoup parlé et que j'ai un peu débordé la session. Je vous invite, si vous le souhaitez, à préparer vos questions. Je vais conclure avec différentes propositions de support supplémentaires qu'on peut vous proposer. Alors tout d'abord, le logiciel que j'ai présenté, RedExpert, il est disponible en ligne, ça je l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez vous loguer s'il est plus intéressant pour avoir plus de moyens de comparaison entre les différentes selfs. La limite en nombre de comparaisons est plus importante et l'estimation des pertes est plus détaillée. On peut également vous aider sur la partie CEM dans le filtrage des alimentations à découpage. C'était l'occasion de faire une autre session de séminaire qui a eu lieu ce matin et qui sera disponible également en ligne. Pour la partie convertisseur DC-DC, on peut vous aider sur un bon nombre de composants. Pour la partie filtrage en amont avec des selfs de mode commun, des ferrites pour le filtrage, mais également des protections contre les surtensions. Ici, ce sont des diodes TVS de puissance. La partie self de stockage, j'en ai parlé, et parfois, pour des raisons de gain de temps lors du design, on peut simplifier la chose avec l'utilisation d'un power module. Tous ces sujets peuvent être détaillés sur des modules qu'on propose et qui s'appellent des in-house séminaires, des séminaires en entreprise. On a un menu qui vous permet de faire votre séminaire à la carte et la possibilité de venir le faire en entreprise. Ça peut durer quelques heures, comme une journée entière, si vous le souhaitez. On organise également des séminaires publics, mais avant tout, notre travail, c'est une force commerciale qui est sur le terrain. On fait du coup du support en clientèle sur les sujets qui sont évoqués. On est une force de commerciale de 45 personnes en France pour la partie composants qui concerne donc la partie connectique, électromécanique et tout ce qui est composants passifs, power module et LED. Et donc ces composants, ceux que je n'ai pas évoqués aujourd'hui, ce sont les composants pour la CEM, des composants pour la communication type self-RF, transfolan, etc. Pour la partie LED, on a de la signalisation et de l'éclairage. Power module, je l'ai évoqué il y a un instant. Et pour la partie connectique, tout ce qui est connecteur de COM, connecteurs d'ALIM comme des borniers, des jack ALIM, connecteurs d'affichage comme des IF, des limandes, connecteurs carte à fil, etc., des supports fusibles, des switches, des composants d'assemblage de câbles et des composants de puissance. Voilà, pour rappel, veuillez m'excuser, il vous est possible d'envoyer vos questions supplémentaires à l'adresse qui est indiquée. La présentation sera disponible sur YouTube d'ici peu et il y a également d'autres sujets de webinaire qui n'ont pas été traités si ça vous intéresse. La page LinkedIn vous permet de relier les diverses infos de Würth Électronique France, notamment les séminaires publics que j'ai évoqués juste avant, pour pouvoir les suivre lorsqu'ils ont lieu dans votre secteur. Voilà, merci à tous pour votre attention. Je vous invite maintenant à poser des questions. Je vois qu'il y en a déjà quelques-unes, je vais me permettre de les lire et d'y répondre oralement. N'hésitez pas à continuer à en poser si vous le souhaitez. Il nous reste environ 10 minutes pour discuter de cela. Et ensuite, je clôturerai la session. Merci à vous. Alors, il y a une question sur l'élévation des températures dans les selfs. Je vais répondre avec ce que j'ai compris de la question. Comment est-ce que sont mesurées en fait l'élévation de température dans les selfs?
de manière naturelle. En fait, est-ce qu'elles sont mesurées de manière naturelle? Ma réponse est que c'est une mesure qui est faite. On applique un courant continu dans le composant et on regarde simplement, on mesure la différence de température qu'il y a entre l'ambiant et du coup la température qu'il y avait avant d'être parcouru par un courant dans la self et l'élévation de température. Du coup, on mesure combien il y a de température supplémentaire. Donc si on dit 40 degrés d'échauffement, bah, c'est que s'il y avait une température à 25 degrés, on s'est retrouvé à 65 degrés dans la self. Donc, excusez-moi, j'avais pas bien lu entre convection, convention, je comprenais pas la question, mais en fait non. Vous parlez de convection naturelle, non, il n'y a pas de ventilation ni rien. Elle est mesurée sur un PCB soudé comme elle est préconisée dans notre documentation, donc avec les empreintes préconisées, avec un PCB simple, et mesurée sans ventilation ni rien. Voilà. Alors une question concerne les ESR dans le choix des condensateurs. Là, on a parlé tout à l'heure du condensateur de sortie. Non, on ne fait pas toujours le choix de choisir la valeur la plus faible en ESR, puisqu'en fait, il y a aussi de l'automatique derrière, puisque pour l'IC il y a un IC qui va réguler la tension de sortie. Et il y a de l'automatique derrière, puisqu'il y a un temps de réponse à régler, un temps de réaction à apporter pour la régulation en cas de variation de la tension. Et du coup, il ne faut pas que on soit non plus trop précis et qu'on déstabilise la régulation. Et donc parfois, lorsqu'on a besoin d'ajouter ce qu'on appelle un snubber dans une allime à découpage pour éviter le phénomène de ringing dans la régulation d'une allime à découpage, eh ben, on va parfois vouloir qu'il y ait une certaine valeur de résistance dans cette boucle de régulation, et on peut se servir du coup de l'ESR de la kappa qui est dans ce cas-là non négligeable, plutôt que d'ajouter une résistance en parallèle. Donc parfois on va choisir à ne pas avoir un ESR trop faible. J'y pense également, c'est vrai que c'est une question de prix aussi parfois. Bah, des lots ESR, des kappa low ESR n'ont pas toujours le même prix qu'une kappa faible ESR. Normal, je voulais dire. Il y a une question sur le dimensionnement des condensateurs au niveau de la tension. Les risques, c'est que simplement la casse, si la tension est trop élevée dans le condensateur, il va casser et il sera plus utilisable. Il ne faut pas dépasser les tensions des condensateurs, et on préconise, du fait des tolérances et d'autres facteurs, de ne pas dépasser pour des alus 70% de sa valeur nominale. Donc pour une application, comme je dis tout à l'heure, de 5 volts, une kappa de 6,3 volts ne sera pas suffisante. Pour une kappa aluminium chimique, je voulais dire bien sûr, et pour une kappa polymère, on peut aller jusqu'à 80 volts. Voilà. Pour la céramique, il faut bien sûr prendre, comme je le montrais dans la courbe tout à l'heure également, le fait que la valeur de la kappa va chuter lorsqu'on va appliquer une tension d'essai à ces bornes. Donc pour la céramique, j'ai également parlé de 2 fois la tension d'application. Là, c'est clairement parce que dans la réalité, la valeur de la kappa va chuter à cause de la tension qui sera à ces bornes. Donc il y a vraiment les 3 types de kappa que j'ai évoqués, pour lesquels il faut prendre des précautions en tension d'application par rapport à la tension nominale. Elles ont des raisons différentes, mais il faut prendre à chaque fois de la tolérance et prendre des tensions plus élevées. Une question sur l'ESR tout à l'heure, avec un ESR plus vite, est-ce que le condensateur avec un ESR plus élevé, est-ce que le condensateur ne va pas s'abîmer plus vite? C'est un des risques, mais l'ESR donné par la kappa va traduire également, et je vais revenir sur la partie RedExpert, un lien qui est entre l'ESR et le fait que la kappa chauffe, c'est le courant d'ondulation que va accepter la kappa. Et vous voyez ici, il y a une colonne qui s'appelle le ripple. C'est le courant de ripple max, l'ondulation maximum que la kappa va accepter.
Des fois, c'est quelques milliampères, des fois dizaines de milliampères, des fois, c'est quelques ampères. Quand on a des très grosses capas, on a des ondulations plus élevées parce que dans les applications, de toute manière, dans le condensateur, les ondulations de courant seront plus élevées. Et en fait, c'est justement ça, puisque comme il y a une ondulation de courant dans la capa avec un ESR, en fait, il y a un phénomène d'échauffement. Et le fait, par exemple, que des condensateurs aluminium électrolytiques soient de technos liquides à l'intérieur, le fait qu'ils chauffent, ça provoque une évaporation et ça réduit la durée de vie de la capa. Et donc, en effet, ça peut abîmer. Donc, de toute manière, déjà, il ne faut pas dépasser l'ondulation de courant qui est dans la capa. Si on prend d'autres technos de capa, comme les polymères dont j'ai parlé tout à l'heure, on aura toujours des ondulations de courant qui seront beaucoup plus élevées, ne serait-ce que par le fait qu'on a un faible ESR et que la techno de la capa est solide et du coup il n'y a pas de risque d'échauffement et de détérioration du composant. J'espère avoir répondu à votre question. A priori, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres, à moins que mes collègues en aient relevé d'autres. Bon, étant donné que j'ai pas d'autres questions, si aucune nouvelle n'arrive dans les 30 secondes qui suivent, je vais clôturer la session. Donc merci à tous pour votre attention. Je remercie encore mes collègues pour l'organisation, mes collègues du marketing de Vurtectronic France pour cette organisation. Là, c'est la dernière session de ces 4 jours qu'on a fait de webinaire. Donc, je suis ravi et je me permets de clôturer cette session en remerciant chaleureusement Dominique Verardo et Audrey Berger. Bonne journée à tous, au plaisir de vous retrouver sur le terrain et d'échanger sur ces sujets techniques ensemble. Au revoir.